bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parle livres, on parle femmes et on parle dans culture et patrimoine. Et la femme paraît, la flamme s'enflamme. Bonsoir Gaëlle Guiton. Bonsoir Gismi. Et on a toujours dit que finalement, sans citer Louis Aragon, la femme est l'avenir de la femme quand même. Oui, c'est vrai. Et on le voit dans les... Ça n'a pas été simple, que ce soit que pour quelqu'un comme Cléopâtre, à l'époque, pour s'imposer face à quelqu'un comme Jules César, puis comme Marc-Antoine, deux empereurs romains. Ça n'a pas été simple pour Jeanne d'Arc. De s'imposer aussi, de montrer qu'elle était une guerrière. Pas plus que pour la papesse Jeanne, pas plus pour toutes les femmes qui ont franchi l'histoire quelque part. Marie-Antoinette, on le voit si on prend plus près de nous, la bataille menée par les femmes russes en 1917, parce que c'est les femmes qui vont provoquer la révolution russe. En France, les femmes ont participé à 36, ont participé à la résistance. Oui, c'est vrai. Elles ont eu un rôle important. À La Réunion, on voit comment les femmes ont été vraiment dans tous les combats, dans toutes les luttes sociales. Et si on regarde les catégories qui ont été présentes, que ce soit les ouvrières agricoles, que ce soit les employés communaux, que ce soit celles qui militent, les femmes qui ont milité pour l'égalité. On le voit en France, ça date pas de si loin. Oui, la femme vote depuis 45, elle a droit à un compte depuis 64. Oui, de conduire aussi, je crois, dans les années 60. Voilà. Elle était passée de l'autorité du père à l'autorité du mari. La femme a le droit d'avorter depuis 75. Oui. L'adultère n'est plus un motif automatique de divorce. Oui. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais on voit que la bataille de la femme a été de tout temps quelque chose de... Et ça continue encore dans certains pays, surtout aussi Dans tous les pays, je pense. Oui, dans tous les pays, ça continue encore. Dans tous les pays, parce que la France n'a aucune leçon à donner ailleurs. Et on le voit, plus on avance depuis 50 ans, plus on restreint les libertés, que ce soit les libertés d'une manière collective ou les libertés de la femme. Ça se restreint en tout cas. Oui, c'est vrai. Les artistes ont essayé, on a vu dans les films, dans la musique, dans les chansons. Oui, les femmes ont essayé de prendre leur place, de revendiquer aussi leur place. Et on a besoin aussi de personnes un peu connues pour revendiquer des droits supplémentaires pour les femmes. Et on le voit, on n'a pas fait non plus une belle place à la femme dans l'histoire, que ce soit dans les religions. On prend Marie-Madeleine dans la religion chrétienne. Oui. On prend Matari chez les femmes espionnes. On prend Dalila avec Samson. On a toujours attribué à la femme des rôles pas très glorieux. Oui, un rôle de séduction surtout, souvent. Oui. Elles doivent utiliser leur corps pour on attribue à Cléopâtre des choses qui restent quand même très... vraiment pas vraiment reluisant, quoi. Je trouve que voilà, et l'image de la femme, elle reste malheureusement pas vraiment très valorisée. Oui, ça arrive très souvent, oui. Oui, c'est vrai. Oui, parce que je repense à certains livres que j'ai lus, puisque c'était le thème du jour. La femme a souvent montré du doigt s'il y a un problème dans le couple ou dans la famille, c'est la femme qui est montrée du doigt. La femme qui doit tout... De toute façon, vous allez voir, dans les livres que je vais présenter, c'est la femme, si elle veut partir, c'est la femme qui doit se débrouiller par ses propres moyens pour partir. S'il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est à cause de la femme. Voilà, tout
surtout, voilà, si la femme veut sortir de son milieu social, eh ben, il faut qu'elle se débrouille, on ne l'aide pas. Et quelle que soit la religion, Oui, la femme a toujours eu une place secondaire. oui, c'est vrai. C'est quelque chose. Comment, en tant que femme, comment Gaël Guiton regarde cette société aujourd'hui qui est très. Pourtant, on critique les tribus que nos conquérants vont découvrir, aujourd'hui encore, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique. J'ai eu l'occasion de voir dans un reportage une femme qui avait deux compagnons et qui vivait avec ses deux compagnons. Quand elle était enceinte, les deux hommes s'occupaient de la femme et de l'enfant. Je vais revoir ça dans un monde occidental aujourd'hui, ça serait... Je suis pas dans le jugement. Moi, j'écoute les coutumes, ces coutumes de chacune et de chacun. Et je respecte. Je suis dans le respect d'autrui. Si une femme, disons qu'elle veut avoir 2 compagnons chez elle, dans son pays, la polygamie est autorisée, je ne vais pas être dans le jugement. C'est la polyandrie. D'accord, pardon. Donc, merci. Voici pour la culture. Je ne suis pas dans le... Je suis pour le... Voilà. Non, la polygamie, c'est quand un homme a plusieurs femmes. D'accord. Merci. Je ne connaissais pas le mot, au contraire. Et on le voit. Il y a aujourd'hui dans le monde, il y a des endroits où il n'y a pas assez d'hommes. Il n'y a pas assez de femmes, pardon, et la femme a plusieurs hommes. Ça, oui, je l'ai déjà vu dans un reportage. Je suis pour le respect. Ouais. Non, c'est pas pour critiquer, mais je veux dire, à chaque fois, on fait pas il n'y a pas au moins une égalité, il y a toujours une discrimination. Oui. Et encore, on voit le 8 mars, ça a été l'occasion de dire que la femme est moins bien payée que l'homme pour un même travail. C'est vrai, on le voit encore maintenant. Même si on milite pour ça. Même s'il y a des lois pour... Soyons quand même honnêtes, il y a des femmes à qui ça leur va bien d'être à la maison, de s'occuper du ménage, de faire à manger, de s'occuper de ses enfants, du mari. Il y en a qui adorent ça, qui aiment bien. Il y a pas non plus, oui, je suis d'accord aussi. Comme il y a des hommes qui aiment bien faire ça aussi. Oui, voilà. Faut pas juger. Chacun le voit en fonction de ses besoins, de ce qu'il a envie, de ce qu'il aime. Et il faut pas juger. Chaque personne est différente. Chacun a droit de faire ce qu'il a envie, tant que ça reste légal, bien entendu. Et voilà. Ce sont des auteurs contemporains? Oui, alors j'ai essayé de varier un peu par rapport aux auteurs. J'ai trouvé une auteure nigérienne que je voudrais absolument vous faire connaître, une auteure hindoue, une auteure italienne, une auteure française et une auteure américaine. J'ai essayé de varier en fait. Donc le portrait de femmes dans différents pays, dans différentes cultures. Alors parmi ces auteurs-là, qu'est-ce qui vous plaît chez l'une comme chez l'autre? Alors déjà, il y a une différence de plume aussi. C'est la personne qui arrive à raconter son histoire. C'est vraiment 5 histoires complètement différentes. Il y a Ayobami Adebayo, une auteure nigérienne. Elle nous a fait entrer dans sa culture en fait nigérienne dans les années 80-90. Je trouvais que c'était une ouverture d'esprit, voir autre chose en fait que ce que nous on a chez nous. Donc j'ai beaucoup aimé. Dans Belle de nuit de Sonia Frisco, c'est pareil, c'est la culture italienne, la manière qu'ils voient les femmes. Et justement, là-bas, une Italienne du Sud, qui ne se fait pas siffler quand elle est dans la rue, c'est plutôt vexant. Parce que c'est ce qui est expliqué dans la tradition, une femme, pour être belle, il faut qu'elle entende des sifflements quand elle passe. Oui, oui. Comme les hommes... Il faut qu'on les regarde aussi parce que c'est tout dans la culture de la beauté. Parce que quand on compare à la culture indienne, une femme qui n'est pas mariée encore, qui n'est pas engagée, qui n'est pas réservée à un homme, entre guillemets, elle a des bracelets aux pieds qui teintent quand elle traverse dans la rue. D'accord. Je ne savais pas. Elle n'en parle pas dans son livre, mais je ne savais pas. Non. Oui, c'est vrai que la femme qui n'est pas réservée à un homme, c'est mal vu. Dans la culture indienne. Ça, elle en parle dans son livre, l'auteur. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore d'avenir. Voilà. Et justement, quand on est une femme occidentale, on a ce regard-là, on a cette liberté de penser et d'être. Oui. Comment on regarde la culture des autres ? Comme je vous l'ai dit, c'est tout dans le respect. Je comprends, par exemple, dans la littérature nigérienne, la femme doit avoir certains comportements vis-à-vis de sa belle famille. Bon, je vais pas dire que ça me choque, ça m'étonne. Je dis, c'est leur coutume, je n'ai rien à dire. Cette femme le vit mal, je peux comprendre. On peut voir le livre déjà. Reste avec moi. C'est d'Ayobami Adebayo.
Ayobami Adebayo, donc reste avec moi, c'est quelle histoire? Alors, c'est l'histoire de Yejide et Akin, un couple donc nigérien qui se sont rencontrés dans les bancs de l'école, les bancs de l'université. 4 ans d'amour passionnel, heureux, assez avant-gardiste, je trouve assez contemporain dans leur manière de penser. Et puis, la famille commence à s'inquiéter parce que Akin est fils aîné et il est obligé de donner un héritier à sa famille. Donc, j'ai dit, ne tombe pas enceinte au bout de 4 ans. Et c'est sa faute à elle. Elle sera montrée du doigt dès le départ parce qu'on va lui dire, tu n'es pas un homme. On va découvrir après son histoire, mais on lui dira, voilà, tu n'es pas une femme, tu es un homme parce que tu n'es pas capable d'enfanter. Bon, c'est des choses que moi, c'est très dur à entendre parce que, voilà, une femme, il y en a qui peuvent pas, ou il y en a qui n'en veulent pas. C'est un choix, ou des fois, on n'a pas le choix. Et cette jeune femme, voilà, c'est le parcours de cette jeune femme qui va passer par tout un tas de rendez-vous chez les médecins, qui va rencontrer des sorciers, qui va écouter toutes sortes de choses pour pouvoir tomber enceinte. Les guérisseurs. Voilà, les guérisseurs, mais elle parle de sorciers. Et on va voir toute la pression qu'elle subit par sa famille. Ça va continuer, puisqu'on est en Afrique, plus ça va continuer, plus elle rencontrera des guérisseurs, des sorciers, plus ça deviendra quelque chose de difficile pour elle. Si aucun n'arrive à la guérir, ça veut dire qu'elle a sur elle quelque chose de très nocif, très néfaste. Voilà, mais de toute façon, il critique même sa mère à elle, parce que c'est de sa faute à sa mère à elle. Voilà, et donc c'est une histoire d'une femme, et aussi d'Akin, parce que l'auteur donne la voix à Akin aussi, le mari. Et en plus, donc il y a la polygamie en Nigeria, et eux qui étaient contre la polygamie, elle voit débarquer une autre femme dans son foyer, et elle se dit non, je dois tomber enceinte avant cette autre femme. Donc elle subit beaucoup de pression familiale autour de ce couple. Et on va voir après jusqu'où est prêt à aller ce couple pour avoir un enfant. Donc c'est le parcours assez difficile de ce couple. J'en raconte pas plus, mais c'est voilà, donc Ayobami Adebayo. Déjà, elle nous replonge un peu sur les bouleversements politiques de l'époque, l'insécurité et le rôle de la femme dans ce pays, quoi. On n'a pas parlé. Ils sont encore en tribu ou ils sont à la ville? Ils sont à la ville, mais ils subissent. On garde aux traditions ancestrales très importante, très ancrée. C'est vraiment un plongeon dans le passé. Voilà, un plongeon dans le passé, mais même si ça se passe un peu dans les années 2000 à un moment donné, parce que l'histoire évolue, ça reste ancré. On voit encore les personnes, on va dire, âgées. On voit à quel point le poids du passé est important. Voilà, ce couple qui subit la belle famille, parce que c'est surtout la belle famille. C'est un roman très dur, qui a été très dur et bouleversant pour moi à lire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine pour ce couple, parce que c'est pas que la femme, c'est vraiment le couple. Et un très beau livre que je conseille à lire. On revient à cette histoire on rencontre souvent dans les romans où on parle de tradition, c'est que quand on fait face au passé, c'est quelque chose de très difficile. Oui, pour sortir de ce passé, pour avancer, pour faire affirmer ses idées et ses idéaux, et c'est très compliqué pour ce couple. Parce que qu'on perd ou qu'on gagne, la question n'est pas à ce niveau-là. Qu'on perd ou qu'on gagne, c'est savoir qu'est-ce qu'on va y laisser dans ce combat qu'on mène contre le passé. Parce que c'est un combat contre le passé. Oui, c'est ça, c'est un combat contre le passé pour ce couple. On va parler le club des veuves qui aiment la littérature érotique. J'ai posé la question parce que c'est pas tant savoir, parce qu'on va parler de littérature érotique, c'est de voir comment... d'abord, c'est de quel... Bali Kaur Jaswal, donc une auteure indienne. Et voilà, c'est pour ça que je voulais dire, c'est toujours affronter affronter la tradition, affronter... Le Kama Sutra vient de l'Inde, c'est quelque chose on le voit, il y a également sur un temple dont je n'ai plus le nom en tête, où on voit les positions érotiques des statues sur ce temple. Et il est clair que c'est un paradoxe, parce que l'Inde, pour ceux qui connaissent beaucoup Bollywood, l'Inde, c'est sans doute l'endroit où il n'y a pas un seul baiser dans un film. Oui, pour le peu de films que j'ai vus, c'est vrai. Il n'y a pas un seul baiser. Ça reste très chaste. Voilà. Et quand je dis ça, c'est la femme reste... Au-delà de ça, on parle du rôle de la femme. Mais au niveau sexualité, érotisme, la femme reste quand même bien plus forte que l'homme dans ces rapports-là. Donc ce roman, en fait, c'est ce que j'ai adoré. Déjà, quand je l'ai vu, le titre, le nom de l'auteur, je voulais savoir comment l'auteur, donc d'origine indienne, allait aborder ce thème, la littérature, sachant qu'elle l'aborde pas vraiment, en fait. C'est comment elle allait en parler, parce que sachant qu'il y a quand même, ça reste un sujet tabou. Donc ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que l'héroïne, en fait, elle vit à Londres.
d'origine indienne. Et c'est d'abord le combat de cette jeune fille de 20 ans qui a abandonné ses études, qui travaille dans un pub, donc c'est mal vu. Elle est d'origine sikh. Alors je connais pas très bien. Alors il faut savoir que le sikhisme, c'est plus vers le Cachemire, vers cette zone-là, donc du Punjab. D'accord, merci. Et donc Nikki, elle est en combat perpétuel avec ses parents qui voudraient qu'elle ait un mariage arrangé. Sa sœur d'ailleurs, elle fait tout pour avoir un mariage arrangé. Ses combats, elle est pas assez, je dis souvent, elle est pas assez blanche pour être indienne, elle est pas assez dans les traditions pour être, non, elle est pas assez blanche pour être anglaise et elle est pas assez dans les traditions pour être indienne. Donc elle se retrouve un peu dans son combat, dans le cadre d'identité, qui je suis, où est ma place, parce que ça se passe à Londres, dans un quartier de Londres, Southall, où il y a vraiment une grosse communauté indienne. Et elle se retrouve à donner, elle postule pour donner des cours de lecture à des veuves. Et en fait, les veuves, elles vont débarquer, elles vont se servir de ce cours pour parler ouvertement de sexe, pour parler ouvertement de femmes, de leur rôle de femmes mariées, pour parler ouvertement de ce qu'elles ont envie, de leur liberté. Donc elles vont utiliser ce cours en se cachant. Parce que même ça se passe dans un temple et elles se cachent en fait, parce qu'elles ne peuvent pas parler ouvertement de leurs besoins. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Dans le livre, elles vont quand même parler de leurs besoins, parce que si elles évoquent... Elles évoquent, mais auprès de Nikki, parce que Nikki représente la modernité. Mais elles en parlent entre elles. Voilà. Elles parlent de ce qu'elles n'ont pas, de ce qu'elles veulent. Voilà, de comment elles ont vécu leur première fois, parce qu'elles c'était tabou chez elles. Et j'ai beaucoup aimé, parce que beaucoup d'humour. À aucun moment, l'auteur va parler du membre. Quand elle parle du membre masculin, elle va dire concombre, aubergine. C'est très drôle, parce qu'on les voit parler... Je ne plus des légumes de la même façon. Non, mais voilà, gourgette. C'était très beaucoup d'humour. Et c'est une communication qui se passe entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, et elles vont s'apporter l'une et l'autre leur expérience. Nikki va ressortir grandie parce qu'elle va découvrir un peu plus ses origines. Et ces veuves, en fait, elles vont apprendre un peu plus de liberté, elles vont pouvoir s'exprimer. Voilà, un roman vraiment touchant et drôle en même temps. L'auteur a très bien montré le combat de personnes qui ont des doubles nationalités et comme quoi elles peuvent être perdues en fait entre les... Partagées entre le monde dans lequel elles vivent finalement et leur tradition. Leur tradition que les parents imposent un peu et qu'elles ont du mal à faire avec. Donc un roman très intéressant aussi sur la culture, la double nationalité, la communication, la tolérance. Voilà. Et surtout la quête d'une identité toujours partagée entre deux cultures, c'est ça. La traditionnelle et d'aujourd'hui vivent dans un monde occidental comme l'Angleterre qui à un moment donné après l'indépendance de l'Inde en 1947 a quand même aujourd'hui une très belle population indienne et musulmane également, puisqu'il y a pas mal de Pakistanais qui vivent aussi en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà. Alors, on regarde aussi les lettres roses. Les lettres de rose. Alors, les lettres de rose, une auteure française que j'ai découvert. Ça fait un moment. Donc, Clarisse Sabar. C'est le premier roman de Clarisse Sabar. C'est l'histoire de Lola qui a été adoptée à 3 mois et à 28 ans, elle reçoit un appel comme quoi sa grand-mère biologique est décédée. Et elle doit toucher un héritage, mais pour toucher cet héritage, Lola va partir à la chasse aux indices. Sa grand-mère va lui laisser des indices pour découvrir son identité. Clarisse Sabar va raconter l'histoire de quatre générations de femmes. Donc d'abord Louise, après Rose, Nadège et Lola. Mais c'est surtout l'histoire de Louise qui, dans les années 20, a tout fait pour se sortir de sa condition où elle était, de ses choix. Donc c'est les choix hasardeux de 4 femmes qui auront un impact en fait pour les générations à venir en fait. Et elle parle de psychogénéalogie, Clarisse Sabar, comme quoi des choix de nos ancêtres continuent à se perpétrer et du coup on peut avoir un impact sur Lola. Comme tout à l'heure j'avais dit lorsqu'on parlait de neurosciences, on parle aujourd'hui de transmission intergénérationnelle. Nos ancêtres nous transmettent leur passé, les questions qui restent en suspens, les souffrances, les peurs, voilà. C'est cette question-là. Et c'est d'autant plus vrai, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs chercheurs et chercheuses travaillent là-dessus. Et ils ont même aujourd'hui, je crois, identifié le gène qui transmet les émotions de passé en passé. De passé en passé. Mais du coup, déjà, ça peut permettre de penser, parce que Lola est une fille adoptée, certes, elle est heureuse. En fait, on l'en voit, elle est heureuse, elle a des parents aimants. Et elle a encore un mal-être
Elle a une maladie qu'elle n'explique pas. Elle a des cauchemars qu'elle n'explique pas. Et en allant dans ce petit village, en fait, où du coup, elle va redécouvrir ses origines, petit à petit, elle va se reconstruire et comprendre qui elle est vraiment et d'où elle vient. Donc un très beau roman qui parle de 4 générations de femmes et pourquoi Lola s'est retrouvée adoptée à l'âge de 3 mois. Donc, partir dans le passé, trouver ses racines pour savoir d'où on vient, où on est et où on va. Je veux dire, c'est les questions existentielles traditionnelles. Ouais, voilà, c'est ça, de la vie. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, je voudrais vous parler de Belle de nuit, de Sonia Frisco, que j'ai eu la chance de découvrir par hasard. Donc, Belle de nuit, le titre, normalement, on doit tout vous expliquer de quoi on parle. Belle de nuit, c'est l'histoire de 2 filles, de 2 jeunes femmes, 2 destins, mais une histoire. Nous avons 2 amies qui vivent en Italie, où elles sont confrontées aux idées ancestrales de leur famille. À cette époque, en Italie, les femmes n'ont pas le droit de divorcer. C'est mal vu. Alors, c'est le poids de l'Église en Italie, puisque, bien, de toute façon, Rome, le Vatican est à Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Là, dans ce pays, je dirais chrétien. L'éducation judéo-chrétienne est très très présente. Ouais. Et donc, nous avons ces 2 amies. D'abord, Mia. En fait, Mia, elle a 5 jours pour quitter son mari. Elle est malheureuse, elle peut plus, elle veut sortir de ce mariage étouffant où il n'y a pas d'amour. Et son mari s'en va, il lui dit, tu as 5 jours. Si tu n'es pas partie dans ces 5 jours, tu m'appartiens à vie. Donc, Mia n'a que son corps, en fait, pour pouvoir subvenir, pour pouvoir trouver une porte de sortie. Et elle va faire le plus vieux métier du monde, la prostitution. Elle sera soutenue par son amie Marina tout le long du livre. Donc, c'est pas édulcoré quand même. Sonia Frisco, même si elle utilise la poésie pour parler ce que vit Mia, elle explique quand même que c'est quand même un métier dangereux. Elle va pas rencontrer le prince charmant non plus. Voilà, c'est C'est pas comme dans Pretty Woman. Voilà, on est loin de Pretty Woman. Donc donc Sonia Frisco, avec beaucoup de poésie, raconte le parcours de Mia pour essayer de s'en sortir. Les 5 jours qui vont bouleverser sa vie. On apprend à la fin que c'est quand même une sorte de témoignage fiction qui est tiré un peu de la vie de Sonia Frisco. Elle expliquera à la fin, parce qu'il faut lire vraiment jusqu'au bout, parce que c'est une histoire vraiment bouleversante, et de 2 femmes, en fait, parce que Marina a pu sortir de son mariage compliqué, qui va aider. Donc c'est une forte amitié entre 2 femmes et le soutien entre 2 femmes. Et en tout cas, on verra aussi qu'elle aura choisi de la liberté et avec tout ce que ça coûte. Voilà, avec son corps. Voilà. Il nous reste un dernier. Il nous reste un dernier livre. Donc L'été du cyclone de Béatrice Williams. Alors, je vous le montre. Je vais le poser comme ça on verra. Voilà. Donc l'été du cyclone, c'est l'histoire de 2 femmes aussi. L'histoire d'une femme d'abord. Alors c'est l'histoire nous sommes dans les années 30. Béatrice Williams est spécialiste de raconter l'histoire des combats des femmes dans les années 30, 50, 60. Donc elle est vraiment spécialiste dans ce domaine-là. C'est l'histoire de Lily, en 1931, va avoir un coup de foudre pour un jeune homme en assistant à un match de football américain avec son ami Burgie. Donc on est dans la période entre 2 guerres. Nick est juif. Lily est issue d'une famille bourgeoise américaine. Un couple qui sera mal vu, sachant que Burgie, sa meilleure amie, est antisémite. Et donc, voilà, ça se passe en 1931, on n'en sait pas plus. On bascule en 1938. Lily passe chaque année ses vacances sur une station balnéaire, donc Seaview, donc sur la côte est américaine. Et elle voit débarquer sa meilleure amie Burgie, qui est mariée à Nick. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Donc c'est une histoire en 2 temps. On va essayer de comprendre pourquoi Nick et Lily ne sont plus ensemble en 1938 et essayer de comprendre comment Nick a pu épouser une femme antisémite. Donc c'est l'histoire, d'abord, on est dans les années 30, une femme, Lily, c'est surtout Lily en fait qui veut se battre pour ses idéaux, pour l'amour, qui veut pas rentrer dans cette pression familiale, qui ne veut pas devenir la femme parfaite, l'épouse d'eux, qui a un rêve, devenir journaliste. Et qui veut se battre parce que, en 1930, parce qu'elle aimait Nick, et même malgré qu'il soit juif, et qui veut pas rentrer dans les cancans, en fait, parce que tout le monde se connaît dans cette station balnéaire. Et on la voit se battre pour ses idées, pour son amour propre aussi, tout le long du livre.
L'été du cyclone, Béatrice Williams en fait a utilisé un fait divers qui s'est passé en 1938 parce qu'il y a eu un cyclone inattendu en fait sur cette côte est qui a vraiment existé. Et en fait, elle a utilisé cette toile de fond pour créer les personnages de Lily, Nick et Burgee. D'accord. En tout cas, voilà, on va pas aller plus loin puisqu'on va dépasser le temps. Oui, je voudrais juste remercier, remercier en fait l'espace culturel du Portail qui m'ont gentiment prêté Reste avec moi. D'accord, et puis je voulais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire un clin d'œil à quelqu'un qui m'est très cher. Qui vous est très cher. Oui, ma tati, Ange-Marie, mais qui était surnommée Ti-Ange, qui nous a quittés, une femme d'honneur pour moi, une femme d'exception, très drôle, et qui va vraiment nous manquer. Toutes mes condoléances. Merci. À Gaël Guiton et à sa famille. Alors, comme je disais donc, merci à Gaël Guiton. Encore une fois, une pensée donc pour sa tati. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.